Ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert. Nous débattons et le débat a déjà commencé sur un sujet qui n'était pas prévu, mais on va peut-être en reparler tout à l'heure. Pour commenter, bonjour déjà, bonjour à toutes et à tous, vendredi 23 septembre. Pour commenter cette actualité du jour, Najwa El Haïté, bonjour. Bonjour vous êtes Valérie. avocate, docteur en droit public, porte-parole de Territoire de Progrès. Votre dernier livre, Laïcité et République, est paru chez l'Harmattan. Noémie Alioua, essayiste, journaliste pour I24 News. On dit I24, il paraît que j'ai reçu le patron. Merci. Votre livre, Les uns contre les autres, paru aux éditions du Cerf, qui n'est pas sans rapport avec laïcité et république, et on va en parler. Yves Damécourt, porte-parole du mouvement de la ruralité, bonjour. Est-ce qu'il est là, Yves Damécourt? Il est à distance. Et Pierre Jacquemin, journaliste, bonjour, coordinateur de Dessine-moi un pangolin, qui est paru aux éditions Au Diable Vauvert. On va parler des éoliennes, on va parler des retraites, on va parler du Qatar, et puis des tenues religieuses à l'école. Grand dossier à lire dans l'Express aujourd'hui, où il y a de plus en plus d'entorses au règlement, à la laïcité à l'école, en particulier en ce qui concerne les tenues scolaires. Noémie, on va peut-être commencer avec vous. Oui. Voilà, sur votre coup de gueule. Allons-y. Donc c'est un coup de gueule contre le catastrophisme ambiant. On peut appeler aussi le totalitarisme vert, c'est-à-dire qu'il y a une étude qui est parue, qui a été relayée en tout cas par BFM ce matin. C'est une étude qui a été menée dans une dizaine de pays, dont la France, et qui montre que la moitié des jeunes sont angoissés par la situation climatique. 45% des jeunes souffrent de ce qu'on appelle, c'est le nouveau terme à la mode, éco-anxiété. Et ça, pour moi, c'est véritablement le résultat de tous ces discours, de toutes ces vidéos, de tout cet embrigadement, à mon sens, qui est extrêmement dangereux, qui est en train de terroriser la jeunesse, qui est en train de lui faire peur. C'est-à-dire que la question écologique est centrale et il faut évidemment la prendre, la traiter, essayer de changer l'histoire, de changer le monde, de modifier ses habitudes. Mais par contre, influencer la jeunesse de cette façon, il me semble que c'est extrêmement dangereux pour l'avenir. Oui, mais quelle est la juste mesure? Par ailleurs, la jeunesse, elle n'est pas influencée, elle est juste consciente du sujet écologique aujourd'hui. C'est un des premiers, vous prenez les ados jusqu'à les 30 ans, c'est les premiers mobilisés sur la question climatique. Donc oui, elle est consciente des enjeux, donc l'anxiété, éco-anxiété, c'est-à-dire que là, vraiment, on parle d'un avenir qui est extrêmement angoissé. Influencée. Non, elle n'est pas influencée, elle est consciente des enjeux. Non, pardon, heureusement qu'on a un système scolaire qui aujourd'hui évoque les sujets environnementaux, les sujets climatiques, parce que d'abord on le vit au quotidien et c'est pas très loin de chez nous. Encore cet été, dans plein d'endroits de France, il y a eu des incendies. On voit aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, les conséquences de tout ça sur les comportements des uns des autres qui vont être obligés d'être transformés. Donc les jeunes ont pris conscience de ça, et c'est logique que ce soit un tout petit peu angoissant, parce qu'aujourd'hui nos chefs d'État, les responsables qui sont en capacité de faire bouger les choses et de faire, comme vous l'avez dit, changer le cours de l'histoire, ne font rien. Il y a eu 2 actions qui ont été menées en justice contre l'État français. Il a été condamné par 2 reprises pour inaction climatique. Donc à un moment donné, je comprends que les jeunes qui ne sont pas en responsabilité aient des craintes sur leur avenir. Donc il n'y a pas d'endoctrinement, il y a une prise de conscience. Il me semble que cette façon d'angoisser la jeunesse, que cette jeunesse ne croit plus en l'avenir, alors même que c'est nous-mêmes notre avenir, parce que la jeunesse, c'est celle qui va nous succéder. Il me semble que c'est quand même extrêmement préoccupant et dangereux. C'est pas une bonne façon, je pense, de traiter la question écologique. Oui, mais comment peuvent-ils réagir autrement qu'avec une forme d'angoisse et d'anxiété? Eh ben, peut-être justement en agissant. Il y a d'autres façons de faire. En quoi l'angoisse va leur permettre d'avoir une vie meilleure et de changer les choses? Moi, je suis d'accord avec Noémie. C'est-à-dire que bien sûr qu'il y a une prise de conscience, et je vais vous dire, heureusement, de la jeunesse concernant ces questions-là. Mais je partage quand même l'avis de Noémie. Il y a une façon de faire, il y a une méthode. Bien sûr que, en plus, on sort d'une crise sanitaire qu'on lit également aux questions écologiques. D'ailleurs, vous avez écrit un ouvrage aussi sur cette question-là. Bien sûr qu'on peut être, au-delà de la jeunesse, on est tous angoissés. Mais je pense que il y a même au sein de la classe politique, des hommes et des femmes élus qui ont une manière d'aborder les choses, et notamment cette question de manière
anxiogène. Et donc, il faudrait, je pense, sensibiliser à ces questions. D'ailleurs, les collectivités locales, puisque je suis élue dans une ville de banlieue, en banlieue parisienne, eh bien, on n'est pas dans l'angoisse, dans le discours, vous voyez, anxiogène. On sensibilise à ces questions. D'ailleurs, il y a des projets qui sont portés par des jeunes, donc bien sûr à l'échelon local. Mais néanmoins, moi, je pense que on est angoissés, certes et tous, au-delà de la jeunesse, mais il y a une façon, une méthode d'aborder ces questions-là. Oui, sans rentrer dans on est tous foutus, on va tous mourir. Bonjour Yves Damécourt, vous venez d'arriver, je pensais que vous étiez à distance, en général vous êtes à distance. On parlait d'éco-anxiété, ça vous concerne évidemment ce sujet aussi. Qu'est-ce que Noémie relevait un sondage, une enquête qui révélait que une très grande majorité de jeunes souffrent d'éco-anxiété et elle trouve que c'est la manière dont on aborde la question qui provoque cette anxiété. Évidemment, voilà, ça fait débat. Oui, c'est incroyable. J'ai assisté au congrès d'Europe Écologie Les Verts, à distance par Internet interposé. Il y avait une table ronde avec des mamans qui venaient témoigner du mal-être de leurs enfants, qu'elles emmènent chez des pédopsychiatres, qui les reçoivent. Enfin, c'était incroyable. Ce sont des enfants. Des enfants, oui. Les pédopsychiatres disent qu'ils reçoivent de plus en plus d'enfants qui ont un problème existentiel, qui se demandent si finalement ils sont pas nuisibles sur Terre, si leur existence a bien du sens. Enfin, tout ça est incroyable. Oui, c'est effectivement dans ce sens-là. Oui, je comprends bien, mais il ne s'agit pas d'incriminer ceux qui n'ont jamais été en responsabilité. Les écologistes que vous citez, sans les citer, parce que c'est eux qui porteraient un discours anxiogène, n'ont jamais été en responsabilité. La question, c'est quelle réponse on donne à ces jeunes qui sont anxieux et qui sont anxieux de manière tout à fait légitime, parce que avoir un manque, demander aux collectivités de faire des restrictions d'eau parce qu'il y a pénurie d'eau, c'est un sujet qui touche le quotidien des Français aujourd'hui. La question de l'eau qui va être un des sujets, un des enjeux majeurs dans les 10 prochaines années, si ce n'est déjà maintenant. Donc la question, c'est pas tant le discours qui est porté que les réponses qui ne sont pas apportées, je pense. Et c'est ça qui pousse à l'anxiété des jeunes. C'est-à-dire que quand on voit des responsables politiques qui n'agissent pas, qui sont même condamnés pour une action climatique, je comprends qu'il y ait une jeunesse qui est mobilisée par ailleurs sur la question climatique, qui ne voit pas aboutir de réponses là où elle devrait être apportée, c'est-à-dire à l'échelle des États, à l'échelle des collectivités, à l'échelle peut-être d'une gouvernance mondiale aussi. Enfin, moi, j'ai habité pendant 5 ans en Guadeloupe. On avait des coupures d'eau régulières. Je vais régulièrement en Afrique, au Congo-Brazzaville, où j'ai beaucoup d'amis, où je vais tous les 2 ans pour des raisons de coopération. Il y a des problèmes d'eau, il n'y a pas d'éco-anxiété, quoi. Je veux dire, donc en France, on a un problème aussi. On a 6 enfants qui sont tous passés par l'école de la République. Il y a un problème aussi d'enseignement, c'est-à-dire que les enfants, on les met à contribution, on essaye de faire eux des citoyens quand ils n'ont même pas l'âge de réfléchir à tous ces sujets-là, et en fait, on leur fait supporter des problèmes qui ne sont pas leurs problèmes. Les enfants ne sont pas des adultes. Et donc, il faut arrêter de prendre en otage les enfants avec des problèmes d'adultes. Les enfants sont pris en otage, mais je rebondis sur une chose que vous avez dit qui est très juste, c'est qu'on sort quand même d'une crise sanitaire qui participe aussi de cette angoisse renforcée. Et d'autant plus que la question sanitaire, pour la peine, le Covid n'était pas non plus très éloigné des enjeux et des problématiques environnementales. De pollution et d'environnement. Oui, vous avez une nouvelle question qui se pose. Vous avez sûrement autour de vous déjà entendu ce discours qui est extrêmement problématique à mon sens, de gens qui vous disent je ne veux plus faire d'enfants, je ne sais pas si je vais faire des enfants parce que le monde dans lequel on vit est trop catastrophique, parce que l'avenir fait peur, parce que justement cette question climatique et écologique devient de plus importante, la situation se dégrade et donc on fait en sorte que les gens n'ont plus confiance en l'avenir. Et je pense que ce n'est pas du tout la bonne méthode, parce que vous allez avoir des gens qui par contre-coup vont se dire moi j'en ai rien à foutre de l'écologie. Vous incriminez à qui la méthode? Parce que la méthode, les écologistes en général, les politiques, mais pas uniquement. C'est-à-dire mais attendez, excusez-moi, ils l'ont été. Oui, mais attendez, Madame Voynet a été ministre de l'Environnement, Madame Pompili en responsabilité. Non, mais aujourd'hui, ce ne sont pas que les politiques qui ont de l'influence. L'influence, il me semble que justement, vous avez des personnalités. Nous, on fait de l'influence. C'est un peu tout le monde, si je peux dire. Et donc, la question écologique devient de plus en plus, à mon sens, anxiogène. Mais au-delà de ça, s'il y a une question que je peux poser, même si elle est certes un peu polémique, j'ai l'impression quand même que cette question écologique ne touche pour l'instant que l'Occident. C'est l'Occident qui se flagelle. C'est-à-dire qu'on va parler un petit peu plus tard du Qatar. Les pétromonarchies, elles s'en foutent royalement de cette question. La Chine, la moitié du monde, en fait, la moitié de la planète se contrefout des répercussions écologiques. Et vous avez, voilà.
Je pense pas d'accord. Non, je partage pas du tout, sachant que quand vous voyez aujourd'hui les déplacements de population qu'on va vivre de plus en plus, sans doute précisément parce que dans les pays du Sud, donc pas dans l'Occident, des pays du Sud où il y a des migrations qui vont arriver, ce qu'on appelle les migrations climatiques, parce qu'il y a des bouts de terre, il y a des territoires qui vont disparaître, qui vont passer sous l'eau, il y a des territoires, il y aura plus de possibilités d'agriculture, il y a plus d'eau déjà dans beaucoup de territoires dans le monde. Donc non, je veux dire, il y a une conscience internationale des enjeux climatiques. Vous prenez le Brésil, vous voyez les populations amazoniennes. Chez eux non plus. C'est précisément parce qu'ils ont vont vivre les conséquences. Si on parle par exemple de l'Afrique, c'est les conséquences du réchauffement climatique. Vous prenez l'Amazonie aujourd'hui. L'Amazonie, il y a les populations indigènes qui ont pleinement conscience de ce qui leur arrive, précisément par notre responsabilité des pays mais du Nord. les gouvernements ne font rien. Ça, c'est autre chose. Non, c'est pas autre chose. On parle des sociétés qui étaient pas. Non. C'est vrai que ce sont deux choses. Vous avez raison. On parle par exemple de l'Afrique qui va arriver en Europe. Enfin, il y a le livre de Stephen Smith sur la ruée vers l'Europe qui raconte tout ça très bien. Et on le prédit dans l'avenir relativement proche, 2050. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une prise de conscience des enjeux climatiques dans ces pays-là ou dans ces continents-là. Et ça ne veut pas dire qu'eux font des efforts. J'ai cité le Qatar, donc on reviendra sur cette question. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est quand même une question qui angoisse, à un point que ça angoisse même la jeunesse qui se demande si elle-même va avoir un avenir, donc une angoisse assez forte. Ça se joue surtout en Occident. Oui, encore faut-il considérer qu'en Occident, on ait pris la mesure de ce qui se passe. Allez, on marque une petite pause et on se retrouve tout de suite après. On va parler des éoliennes, on va parler du Qatar, on va parler de l'Iran. À tout de suite. Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert. Nous débattons, les micros sont ouverts. Yves Damécourt, Najwa El Haïté, Noémie Alioua et Pierre Jacquemin sont là pour commenter l'actualité. Najwa, un coup de cœur et un éclairage important sur l'Iran. Exactement, mon coup de cœur va à la journaliste star de CNN, Christiane Amanpour, qui a refusé de porter le voile pour interroger le président iranien en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Et bien en conséquence, l'interview a été annulée. Et donc c'est par ce geste fort que cette journaliste rend hommage, et c'est important de le faire, aux femmes iraniennes qui courageusement rejettent l'ordre patriarcal dont le symbole est bien sûr le voile, en le retirant et en le brûlant. D'ailleurs sur les réseaux sociaux, on a été sensibilisés à cette actualité-là, puisque vous voyez des femmes retirer leur voile et les jeter dans le feu. Et donc j'ai trouvé que ce geste était fort. Et le déclencheur de tout ça, quand même, je tiens à le rappeler, c'est le décès de cette jeune femme de 22 ans, Mahsa Amini, originaire de la région du Kurdistan, qui a été arrêtée par la police des mœurs parce qu'elle avait mal porté son voile. Donc elle est décédée en garde à vue. Bien sûr, les autorités rejettent cette version. Donc depuis 5 jours consécutifs, l'Iran est en prise à de nombreuses manifestations, des manifestations importantes, aussi importantes que celles qui ont concerné l'augmentation du prix de l'essence. Donc ça prouve aussi, là encore, l'Iran se mobilise. Des jeunes, d'ailleurs, on parle des jeunes, de moins jeunes, la jeunesse qui se mobilise en faveur des droits des femmes. Et moi, je pense qu'en parlant de ces femmes courageuses, il est important, moi, quand j'ai vu cette vidéo qui circulait, je n'ai pas hésité à retweeter, parce que même si nous ne sommes pas à leur côté à manifester, le fait qu'elles soient visibles, que leur action soit visible sur les réseaux sociaux, c'est extrêmement important, parce que j'ai toujours estimé que le combat en faveur du droit des femmes, des droits des femmes, c'était un combat universel. Et donc là où on est, il faut être là, il faut être présente et présent, parce que ça se passe pas sans les hommes. Que Facebook, Instagram et Twitter ont été coupés là-bas et qu'eux-mêmes font de la censure. Les réseaux font de la censure en refusant de diffuser des images qui contreviennent au gouvernement iranien. Pierre Oui, évidemment, c'est assez révoltant de voir la manière dont est géré sont gérées ces mobilisations, et j'ai peur que dans les heures à venir, j'entendais ce matin une spécialiste iranienne, une sociologue iranienne expliquer que le vendredi c'était un jour particulier où l'armée pouvait sortir, les chefs armés sortaient, et qu'il y avait un risque très très fort de violence sur les manifestants entre aujourd'hui et ce week-end. Et c'est vrai que le courage de ces femmes c'est extraordinaire, parce qu'elles risquent évidemment beaucoup en sortant.
C'est le cas en Afghanistan aussi, hein, on en parle beaucoup. C'est le cas dans beaucoup de pays, évidemment, et ce qui est le plus désarmant, et c'est ce que disait cette sociologue ce matin, c'est qu'en fait le pouvoir est totalement verrouillé, que ce soit de la justice, que ce soit le pouvoir exécutif ou le pouvoir législatif, et que malheureusement il se passera pas grand-chose. Ça fait 40 ans que les femmes demandent non pas l'interdiction du port du voile, mais que les femmes demandent la possibilité de ne pas le porter, ce qui est évidemment ce qui rejoint ce que vous dites sur la mobilisation qui concerne finalement les droits des femmes en Iran. Oui, Yves Damécourt. Moi, depuis 5 jours, je partage tout ça et j'ai mis des messages aussi pour inciter les gens à partager en disant qu'effectivement... La façon dont on pouvait les aider, c'est justement de partager cette information sur les réseaux sociaux, de faire que le maximum de gens voient ça, le courage de ces femmes, des hommes qui les accompagnent aussi. C'est toute la population qui est dans la rue, et donc c'est vraiment formidable. Et il faut relayer, partager et surtout ne pas oublier, parce que généralement ce buzz il prend quelques jours et après ça on oublie, donc il faut continuer à partager. C'est pour ça que je parle aussi de l'Afghanistan, parce que la situation est absolument dramatique là-bas. J'ai une amie afghane qui me dit tous les jours on a des nouvelles de disparition de femmes, et elles sont là, elles sont courageuses, elles continuent à manifester, et on en parle assez peu. Amy, oui, et en fait elles sont tellement courageuses, ces femmes-là. J'ai tellement de respect pour elles, c'est-à-dire que véritablement elles prennent des risques. Elles prennent des risques en faisant ce qu'elles font, en enlevant leur foulard, et vraiment il faut les soutenir du plus qu'on peut, et je trouve ça absolument magnifique. Bravo à elle. Alors, sans transition, comme on dit, et sans aucun rapport, je m'étonnais, avant la coupure pub, de voir Mathias Pogba, le frère de Paul Pogba, tweeter en prison. Il est en prison et il tweet. Dans quel pays on vit aujourd'hui et on laisse publier? Non, ça vous choque pas, Pierre? Je sais pas, je connais pas le contenu du tweet, et par ailleurs je sais même pas quels sont les usages. Écoutez, moi on a été condamné, la France a été multi-condamnée pour les conditions de détention des détenus. On va pas les empêcher de vivre et d'être coupés des réseaux sociaux. Alors je sais pas, j'imagine que tout ça est gradué en fonction. J'en sais rien si c'est je sais pas. Quand même, attendez. Normalement c'est interdit. Ce serait quand même un petit peu normal qu'on puisse pas aller sur Facebook et Twitter toute la journée quand on est en prison après avoir été généralement après avoir fait quelque chose de grave. Ça dépend des peines, et que... Non, pas du tout. C'est la loi, c'est le règlement. Pas d'avis. Alors, Pierre, vous voulez... Non, simplement, si ça se limitait qu'aux réseaux sociaux, mais un portable, c'est aussi garder des contacts avec d'autres personnes qui ne font pas que des choses positives. C'est ça. Ça ne se limite pas qu'aux réseaux sociaux. Oui, je pensais qu'il y avait des brouilleurs d'ondes, moi, dans les prisons, et qu'on ne pouvait pas... Non, il y en a dans les cinémas, mais il n'y en a pas dans les prisons. Non, voilà. Alors, on ne sait pas s'il y a un brouilleur d'ondes. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des kartings. Bon, je sais que ça va vous ennuyer. Non. Petite blague. C'est un autre sujet. Pierre, alors sans transition, comme on dit, vous, c'est à propos de la réforme des retraites. Ah non, j'ai changé. Je pense qu'on va en parler des retraites. Oui, mais on a beaucoup de sujets. J'avoue que j'ai pas eu l'occasion de le dire, et j'ai voulu tweeter, je savais pas comment le faire, mais ça m'a exaspéré. J'ai entendu Bernard Cazeneuve hier s'exprimer, et puis alors là, il est parti, je sais pas où, mais il est parti pour repenser la France. Il parle même plus vraiment de gauche, parce que je ne sais pas s'il se prédestine à être un jour président de la République, mais il est donneur de leçons, et je trouve ça insupportable. C'est-à-dire, quand on a à ce point échoué dans un quinquennat qui a été celui de François Hollande, où il a été une pièce maîtresse quand même dans ce quinquennat, de donner des leçons à ceux qui essaient de faire différemment. On a le droit d'être en désaccord, mais de donner des leçons à ceux qui, à gauche notamment, ont constitué un groupement qui s'appelle la NUP, alors peut-être avec des désaccords entre les uns et les autres, mais qui ont réussi à surmonter ces désaccords, et d'expliquer de manière très malhonnête, alors que j'ai du profond respect pour cet homme, parce que je trouve que c'était quelqu'un plutôt d'honnête, plutôt un intellectuel, d'expliquer qu'aujourd'hui cette gauche NUP est totalement inconsciente, parce qu'elle serait sujette à porter des polémiques, comme en ce moment les polémiques qui sont celles qui précisent d'ailleurs des polémiques inutiles, loin des préoccupations des Français. Mais pardon, mais si, d'abord, c'est totalement ubuesque, parce que précisément les violences faites aux femmes, c'est le quotidien de la moitié de la population française, quasiment. C'est pas de ça dont il parlait, si? Si, précisément, il parlait de ces polémiques-là. Donc j'imagine que c'était la polémique du moment sur Adrien Quatennens, sur la question des violences faites aux femmes. Et puis de dire que de toute façon, ils n'apportent rien, ils ne sont toujours que dans la dénonciation, la critique, ils ne savent pas produire, ils ne savent pas proposer des choses. On peut pas dire
On peut ne pas aimer le programme qui a été porté par celui de la NUPES, on peut le dénoncer, on peut le contester. On ne peut pas dire que c'était le projet le moins abouti. Il a même été vanté pour justement avoir été quand même très précis sur bien des sujets. Il y a plus de 650 propositions. Et on ne peut pas dire que Bernard Cazeneuve ait été très porteur d'alternatives dans la campagne d'Anne Hidalgo. Non, mais on voit en tout cas ce que ça exprime, c'est vraiment une scission au sein de la gauche. Qu'est-ce qu'il veut faire dans ce cas ? Je pense c'est Manuel Valls qui l'avait théorisé, ces deux gauches irréconciliables. Et la question, c'est toujours de savoir qu'est-ce que la gauche véritablement. Est-ce que, c'est Jacques Julliard aussi qui en parle très bien, c'est-à-dire est-ce que la gauche, c'est la République, la laïcité, la défense du peuple, de la nation, de la police aussi, ou est-ce que c'est une gauche qui se rapproche plus de celle de la NUPES, c'est-à-dire plus communautariste, qui a une obsession sur des questions un peu étranges, comme par exemple Israël, ou encore qui va avec des députés qui vont dire que la police tue sans remettre en contexte certaines situations qui ont pu arriver et qui sont dramatiques. Donc c'est véritablement deux pôles qui s'entretuent. Pour l'instant, la NUPES a gagné. On a compris que le camp de Cazeneuve, cette gauche laïque républicaine, a pour l'instant dans les urnes complètement été défaite. C'est un fait. Manuel Valls, on ne sait plus où il se trouve aujourd'hui, sauf son compte parodique, évidemment, qu'il envoie à chaque fois sur les lieux de là où il se passe un événement ou quelque chose. En tout cas, c'est deux gauches qui s'affrontent. Et pour l'instant, la NUPES a très largement gagné le match. C'est tenté qu'on puisse considérer que Manuel Valls soit de gauche aujourd'hui encore. C'est ça qui est voilà. Lui, en tout cas, le considère. Excusez-moi, je vais prendre la défense de Manuel Valls. J'imagine qu'il y a beaucoup d'avocats de Manuel Valls sur cette table. Vous pouvez être de gauche et vous intéresser à des questions, et heureusement, j'allais dire, comme la laïcité, comme l'immigration, comme la sécurité. Mais attendez, il ne s'agit pas de laisser lancer des mots. J'ai entendu vous dire que la gauche républicaine qui s'intéresse à la police, etc. Pardon, mais j'espère que tout le champ politique. Ils ne s'intéressent pas à la police, ils disent la police tue. J'espère que tout le champ politique, mais il ne faut pas généraliser, et puis il faut aussi comprendre les discours. On n'entend que ça. Non, mais attendez, on n'entend que ça parce qu'il y a deux personnes qui l'ont dit. C'est-à-dire que quand la police, excusez-moi, quand la police elle se fait agresser. Moi, j'aimerais bien entendre la NUPES. Non, mais attendez, je vous ai écouté. Je peux continuer. Moi, le constat que je fais sans faire de la démagogie, je suis désolée, quand vous avez des policiers qui se font agresser, la NUPES, elle est inscrite aux abonnés absents. J'aimerais bien, moi, entendre des élus. Oui, non, vous dites c'est factuellement faux. Vous avez entendu l'audition des députés. Il y a eu une audition du ministre de l'Intérieur cette semaine par les députés de gauche et par l'ensemble des députés, d'ailleurs, dans la commission des affaires. Je ne sais plus d'ailleurs, bref, c'est une commission qui auditionnait le ministre de l'Intérieur, qui a repris les propos que vous venez de tenir en disant, vous, la NUPES, de toute façon, vous n'en avez que pour les personnes qui sont victimes de la police, et vous avez toujours des mots très durs vis-à-vis de la police. Non, là, je crois qu'aujourd'hui, il est clair que la gauche, la NUPES, porte un projet qui est une autre police, qui n'est pas la police qui est en ce moment en place et qui a vécu des dizaines de différences de doctrines policières. Que les policiers, En la désarmant. Je ne suis pas là pour proposer des choses. Non, mais moi, je veux un débat. Donc, ça, c'est sur le fond. Vous dites qu'ils font des propositions en la désarmant. Mais encore une fois, il ne faut pas caricaturer. Ils ne proposent pas de désarmer, ils proposent de changer la doctrine de l'ordre. Pourquoi aujourd'hui, il n'y a plus de manifestation? Pourquoi aujourd'hui, il n'y a plus une manifestation? Mais en plus, ce qui est dramatique, c'est que ils défendent les policiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est les premières victimes de la doctrine policière, ce sont les policiers. Non, c'est pas leur priorité de défendre la police. Les premières victimes de la doctrine policière qui a été imposée par M. Darmanin, M. Lallemand et leurs prédécesseurs, ce sont les policiers, parce qu'on envoie des policiers gérer des manifestations, par exemple, ou d'autres choses, alors qu'ils ne sont pas formés pour le faire. Et ça, les policiers, vous sont les premiers à vous le dire. Donc, ce que dénonce la gauche, c'est la doctrine policière. C'est pas les policiers, c'est la manière dont on demande aux policiers d'agir. Quand Jean-Luc Mélenchon dit la police tue, c'est factuel, pardon, mais c'est factuel. Oui, vous savez très bien. Généraliser, vous savez très bien. C'est factuel. Il ne s'agit pas de dire que tous les policiers tuent. C'est factuel. La police a tué. C'est 9h29, faut marquer une petite pause et on se retrouve tout de suite après. Nous débattons avec Najwa El Haïté, Noémie Alioua, Pierre Jacquemin et Yves Damécourt. Alors Yves, vous vouliez vous revenir sur le sujet des éoliennes. Oui. Agnès Pannier-Runacher qui était là ce matin au Grand Matin Sud Radio en a parlé, de la nécessité de ces éoliennes. Vous n'êtes pas d'accord? Je ne suis pas tout à fait d'accord et je souhaite pousser un coup de gueule contre la déclaration du président de la République qui, à Saint-Nazaire, a fait part de son souhait d'accélérer l'installation des éoliennes en France et a annoncé une loi dans ce sens. Ce président souffle le chaud et le froid sur tous les sujets.
Cette politique du « en même temps » est préjudiciable à la relation de confiance nécessaire entre le peuple, les élus et nos gouvernants. On ne peut pas changer d'avis tout le temps sur des sujets comme la souveraineté énergétique, la décarbonation de notre énergie, qui engage la France pour le siècle, et qui, concernant la prolifération des éoliennes, empoisonne la vie des Français, notamment les territoires ruraux. Emmanuel Macron, le 14 janvier 2020 à Pau, lors d'une table ronde sur le thème de l'écologie dans nos territoires, avait dit « Le consensus sur l'éolien est en train de nettement s'affaiblir dans notre pays », avant d'ajouter « De plus en plus de gens ne veulent plus voir d'éolien près de chez eux, considèrent que le paysage est dégradé ». En 2021, depuis la Polynésie française, toujours à propos de l'éolien, il avait défendu le pragmatisme au cas par cas, pour éviter d'abîmer nos paysages. Il avait ajouté « C'est une part de notre patrimoine, de notre richesse profonde, de notre identité ». En août 2021, nous avions signé une tribune avec David Lisnard, maire de Énergie. Nous répondions à la volonté exprimée par le président de plus de concertation locale. Nous proposions tout simplement de soumettre l'installation des éoliennes au code de l'urbanisme comme n'importe quelle autre installation industrielle. Et voilà qu'aujourd'hui, la majorité nous prépare un projet de loi pour accélérer l'implantation des éoliennes en supprimant les maigres voies de recours qui restaient aux opposants, en tournant le dos aux élus locaux, en achetant les habitants des environs et en s'asseyant sur les lois qui visent à protéger l'habitat des espèces protégées. Alors c'est un parjure. Qui plus est, cette loi d'exception répondrait, selon le gouvernement, à une raison d'État. Pourtant, chacun sait aujourd'hui que les éoliennes qui sont implantées en France ne répondent pas à l'urgence climatique, puisque l'électricité en France est déjà largement décarbonée grâce au nucléaire et à l'hydroélectricité. Sur ce sujet précis, la France est le meilleur élève de l'Europe. Chacun sait aussi que l'électricité produite par les éoliennes est intermittente et que pour compenser cette irrégularité dans la production, on fait appel aux énergies fossiles. Est-ce le moment de s'engager dans une nouvelle dépendance aux énergies fossiles, alors que la France, après l'élection d'Emmanuel Macron, a choisi de s'interdire d'exploiter ses propres gisements de gaz. Nous avons 30 ans de réserve de gaz en France. Et aujourd'hui, on fait venir du gaz de schiste des États-Unis. Chacun sait enfin que le rapport qualité-prix de l'électricité éolienne est plutôt mauvais. Les investissements sont très lourds. La France a engagé 150 milliards dans l'énergie éolienne et on manque cruellement de vent. La souveraineté énergétique de la France, l'exemplarité de notre mix énergétique vis-à-vis du climat, le bon usage de nos finances publiques ne sont pas des sujets anodins. Ils méritent de raisonner sur le long terme, de s'abstraire de l'idéologie ambiante, fût-elle véhiculée par la Commission européenne, parce que derrière tout ça, il y a la Commission européenne. Il y a quelques jours, Emmanuelle Wargon, qui est la nouvelle présidente de la CRE, disait avoir évolué sur la question du nucléaire en disant, je cite, « On ne s'était pas rendu compte qu'on allait avoir besoin de plus d'électricité. » C'est juste hallucinant, quoi. Ouais, mais donc, quoi, donc vous êtes fondamentalement contre les éoliennes En fait, vous savez, les 40 projets d'éolien en mer dont a parlé le président de la République produiront l'électricité que produisait Fessenheim. Donc on va dégrader notre littoral à cause d'une bourde incroyable qui est la fermeture de Fessenheim. Nicolas Sarkozy et François Fillon avaient lancé le projet Astrid, qui était le nucléaire de 4e génération. Macron a supprimé le projet Astrid. Enfin, tout ça est incroyable. Incroyable. Et il a fait passer une loi quand Nicolas Hulot, donc un écologiste au pouvoir, était ministre, pour interdire en France l'exploitation de nos propres gisements d'hydrocarbures. Et donc aujourd'hui, on se gratte la tête pour savoir comment est-ce qu'on va se rendre indépendant de la Russie, et pourquoi on va pas chercher ce gaz aujourd'hui, on a fait passer une loi en 2018 pour interdire d'exploiter ce gaz. En Moselle, il y a 5 ans de réserve de gaz dans les anciennes mines de charbon. Ce n'est pas du gaz de schiste, c'est du gaz de houille, c'est du grisou. Et donc il est très facile d'aller l'exploiter. Et bien aujourd'hui, on s'est interdit de l'exploiter. Incroyable. Le sujet des éoliennes, oui, on est... Pierre je comprends que les jeunes soient éco-anxieux quand on a ce genre de discours, parce que je ne sais pas s'il y a une vérité absolue. Les scientifiques sont partagés sur le sujet. Moi, j'entends quand même qu'il y a un bon compromis qui pourrait être celui du fameux mix énergétique, un peu de nucléaire, un peu d'éolien, un peu de solaire. J'entends que ceux qui ont été à la base de la conception du parc éolien que Emmanuel Macron a inauguré hier expliquaient que ça allait permettre de transmettre de l'électricité pour près d'1 million de personnes. C'est pas rien. 700 000 sans le chauffage. J'ai un peu exagéré. 700 000 sans le chauffage. C'est quand même peanuts. C'est pour ça que je fais que dalle. C'est rien du tout. C'est que c'est un mix énergétique. Je trouve qu'on est
je trouve qu'on est un peu dogmatique et je trouve que ce qui est intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est que vous avez ramené ça à des logiques un peu économiques, même si vous l'avez pas cité comme ça, mais aussi d'urbanisme. Ça a toujours été le cas par le passé, hein, les poteaux électriques, les moulins avant qui étaient en haut des collines, etc. Donc c'est un sujet qui est évidemment redondant et aujourd'hui on se le pose parce que c'est un pylône qui effectivement, je comprends, dans les communes rurales, je connais suffisamment la ruralité pour savoir que ça peut être aussi un handicapant pour les habitants, pour l'agriculture, pour la nature aussi, hein, parce que les oiseaux s'engouffrent parfois dans les ailes du parc éolien. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'on est quand même très en retard sur le sujet. C'est-à-dire que quand on se balade ou quand on regarde les politiques qui sont menées chez nos voisins, c'est pas un sujet. Vous avez des paysages entiers d'éoliens, de panneaux solaires, et nous, quand on se balade en France, je vois pas ça. Donc je pense qu'on a un retard colossal, qu'il y a sans doute un travail à faire pédagogique auprès des populations. Mais encore une fois, quand je disais, je faisais un peu d'humour en commençant en disant que je comprends que les jeunes soient un peu anxieux parce que des responsables politiques, des élus locaux ont bien accepté de transformer le paysage français de toutes les entrées de ville avec ces entrées en tôle ondulée. Ça n'a posé de problème à personne pour des raisons économiques, mais pour des raisons écologiques, on pourrait pas mettre d'éoliens dans nos villes, dans nos campagnes et dans nos mers. Je trouve que ce discours est parfois un peu trop dogmatique. Donc moi je suis pas hyper pour l'éolien, j'en sais rien, j'ai pas les compétences scientifiques pour le dire. Je crois plutôt quand même dans un discours où il faudrait faire ce mélange énergétique. On a un peu besoin de solaire. Il y a des régions de France qui peuvent le permettre. Il y a des régions de France et notamment en mer où on peut avoir du vent, donc l'éolien peut être tout à fait pertinent. L'hydraulique évidemment. Il y a eu des choix quand même. Il y a eu des choix qui ont été faits qui sont particulièrement contestables. Sans doute. Ouais. Bon, on va. Je voudrais juste. Noémie, pardon, on a 2 minutes là. Oui, allez-y. Oui. Non, mais par rapport à ce sujet-là, bien sûr que la France est en retard, mais je ne sais plus qui disait dans un article que j'ai lu, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Et vous l'avez très bien dit, vous avez des associations qui sont favorables, bien sûr, à la transition écologique, aux éoliens, mais qui regrettent notamment un projet de loi qui va être adopté prochainement sur ces questions-là, sur la transition écologique, et qui réduit les recours à la justice concernant l'installation de ces éoliens. C'est pour ça que je dis attention à pas confondre vitesse et précipitation, parce que ces recours, pourquoi ces associations saisissent la justice, c'est en matière, et vous le rappeliez, en matière de respect de la biodiversité, etc. Donc j'entends le retard, mais voilà, il y a aussi une biodiversité à respecter. Et il y a une concertation avec les élus locaux. Et il faut une concertation avec les élus locaux, avec les associations, et ça, c'est extrêmement important. Après, il faut pas nier que les éoliens, je suis désolée, moi, ça gâche le paysage, c'est moche. Enfin, je veux dire, c'est laid. Et le problème, c'est que les premières victimes de ça, ce sont les territoires ruraux, bien sûr. Et les oiseaux. D'où, exactement, aussi les oiseaux, l'écosystème, mais d'où le fait que le président de la République souhaite orienter ces éoliennes en mer. Et c'est pour ça qu'il y a eu l'inauguration de cet immense projet à Saint-Nazaire. Mais bon, voilà, je me répète, mais attention à confondre vitesse et précipitation sur ces questions, concertation et dialogue. Un peu d'urgence quand même. Petite pause, on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, mais non, il y a Jean-Jacques Bourdin à 10h30, c'est l'habitude, 10h, l'émission Média, on recevra Christophe de Chavannes. La réforme des retraites, Emmanuel Macron hier a demandé au gouvernement de trouver la bonne manœuvre avec le Parlement. Alors il y a quelques jours, on parlait d'un passage en force. Là, visiblement, il veut que ce soit de la manière la plus apaisée possible. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui peut se passer, Noémie Alioua? Pourquoi ce changement de pied? Déjà, permettez-moi ce petit trait d'humour. En marche sur des œufs. Voilà, je suis fière de moi, mais en tout cas, ça fonctionne. Ce qui m'intéresse véritablement dans cette histoire, c'est la recomposition politique qui va s'organiser à l'Assemblée. Ça, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'il y aura, on s'attend, à une alliance de circonstances entre la NUPES et le Rassemblement national. Et ça, c'est assez... J'ai hâte de voir ça, si je puis dire. Alors, ce sera évidemment une histoire de circonstances. Alliance de circonstances, pourquoi faire
préciser quand même. C'est-à-dire pour s'opposer à la Macronie, pour s'opposer à cette réforme des retraites, en fait, ils vont s'allier sur des questions sociales et économiques. Et ça, c'est le grand fantasme de l'anthropologue Emmanuel Todd, qui a écrit d'ailleurs un papier dans Marianne cette semaine là-dessus, et qui s'appelle « L'opposition RN-LFI assure l'immobilité du système politique français ». Et lui, son grand fantasme, c'est, alors selon ses propres termes, que le Rassemblement national abandonne sa détestation des Arabes, ce sont ses termes, pour s'allier à la France insoumise. Et donc il en parle de ça déjà depuis plusieurs mois, et je trouve ça assez drôle, parce que je pense qu'il va y avoir une alliance de circonstances sur ces questions-là, qui sera évidemment pas assumée, mais en tout cas là où c'est intéressant à mon sens, c'est cette sorte de recomposition politique qui va s'organiser à l'Assemblée nationale. Avec François Bayrou qui est intervenu il y a quelques jours pour dire que vous ne voyez pas en gros, qu'il fallait pas faire cette réforme dans le sang et les larmes. Étonnant, non? Il a raison. Oui, mais étonnant que François Bayrou, d'un seul coup, sorte du bois sur un sujet comme celui-là, lui qui était plutôt soutien d'Emmanuel Macron. Il tente d'exister. Oui, c'est ça. En politique, en tous les cas, c'est toujours le rapport de force. Vous le savez mieux que moi. Mais sur cette question de retraite, moi, je partirais d'un constat, parce qu'il faut toujours partir d'un constat. C'est-à-dire que vous avez des pensions de retraite qui pèsent au niveau du PIB 13,5%. Et vous avez un président de la République qui se dit, et qui craint surtout le vieillissement de la population et l'impact en fait sur la richesse nationale et donc l'explosion du déficit du système de retraite. Donc une fois que je pars de ce constat, vous avez d'autres personnes, et notamment le corps, c'est pas le comité Conseil d'orientation des retraites, qui dit certes cette réforme est importante, mais il n'y a pas d'accélération à avoir en la matière, puisqu'elle est bénéficiaire au regard du taux de chômage qui aujourd'hui est à hauteur de 7%. Oui. Une fois que j'ai dit ça, la méthode, bien sûr qu'il faut une réforme des retraites, mais faire passer cette réforme des retraites subtilement par un amendement qui serait voté dans le cadre du projet de loi de finances de la sécurité sociale, la méthode est très mauvaise. Et c'est pour ça que je rejoins François Bayrou quand il dit non, il ne faut pas que cette réforme elle se fasse dans le sang et les larmes. Il faut bien sûr une concertation avec les partenaires sociaux, et donc une concertation assez large pour que les choses se passent bien. Mais je vais vous dire, cette réforme, on n'en connaît même pas le contenu. Est-ce que le gouvernement va jouer sur la durée des cotisations, sur l'âge pivot, mais vous croyez, Najwa, vous pensez vraiment que l'opposition va attendre d'avoir le contenu de cette loi? Il me semble, à mon avis, il va y avoir une radicalité, parce que c'est extrêmement, c'est une loi symbolique dont on parle d'ailleurs, je veux dire, depuis des années. Donc avant même, je pense, qu'Emmanuel Macron n'ouvre la bouche sur les détails de cette loi, on va avoir une opposition qui va être extrêmement virulente, qui va se coaliser, et il va y avoir de toute façon une opposition féroce, quoi qu'il arrive. On parle de concertation, je suis toujours le premier à dire qu'il faut absolument la concertation, parce que ça a été quand même le grand manquement du quinquennat précédent, absence de concertation avec les syndicats, avec les élus locaux, avec les associations. Et pourtant, il y a eu un ministre chargé de la réforme des retraites dans le précédent quinquennat. Il en a fait des concertations, il en a fait des consultations. Donc on connaît les positions des uns et des autres. On connaît la position d'Emmanuel Macron, il l'a redit pendant la campagne. On connaît celle d'Édouard Philippe, on connaît celle de François Bayrou, on connaît celle de Jean-Luc Mélenchon, on connaît celle d'Olivier Faure, on connaît celle de la droite. Alors la droite, elle tâtonne, mais bon, franchement, entre nous, quand vous regardez le programme de la droite sur les retraites et le programme d'Emmanuel Macron sur les retraites, c'est le même. À 100 euros près, je crois, sur le montant des retraites. Donc bon, il n'y aura pas de problème entre la droite et Emmanuel Macron. La concertation, elle est là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un jeu de dupes. Personne ne veut de cette réforme. Tous les syndicats sont unanimes, il n'y a pas besoin de réforme. Même le patronat aujourd'hui explique que c'est pas le bon moment. Oui, il faut une réforme. Vous dites qu'il faut une réforme. Peut-être que le patronat veut une réforme, mais vous écoutez les syndicats, il n'y en a aucun qui vous dit la nécessité d'une réforme. Alors un peu la CFDT qui explique qu'il faudrait peut-être réformer tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que Emmanuel Macron prend peut-être petit à petit conscience que cette réforme ne fait évidemment pas l'unanimité. Hier, il y a eu un sondage qui montrait que 70% des Français y étaient défavorables. Et puis quand vous parlez d'alliance de circonstances, mais je ne savais pas que les recompositions politiques se faisaient sur la base de désaccords. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon vont dire que le ciel est bleu que ça fait une alliance de circonstances. Une alliance de circonstances dans une opposition. Il va y avoir une opposition extrêmement féroce, vous allez voir. Je finis juste sur ça parce que je trouve intéressant parce que je sais que c'est souvent présenté comme ça et ça va être dit comme ça. On va pas dire c'est la mauvaise réforme de Macron, on va dire c'est l'alliance de circonstances du RN et de
la famille politique de Jean-Luc Mélenchon. Non, d'abord, il y a des désaccords sur ce qu'il faudrait faire sur les retraites entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, enfin entre la NUPES et le Rassemblement National. Et j'ajoute une chose, s'il y a un accord de circonstance, ça sera parce qu'il y aura une motion de censure. Ouais. C'est parce que l'un et l'autre poseront une motion de censure, et ce qui sera peut-être intéressant, et là vous avez raison, c'est de voir qui votera la motion de censure contre le gouvernement. Mais je ne sais pas si on ira jusque-là, parce que j'ai le sentiment qu'Emmanuel Macron peut-être prend conscience que ça reculer. Yves Damécourt. En fait, depuis 6 ans, Emmanuel Macron, là, sur ce sujet-là aussi, a soufflé le chaud et le froid. Il y avait cette semaine sur Twitter des gens qui collectionnait toutes les interventions d'Emmanuel Macron sur le sujet des retraites, et avec tous les engagements qu'il avait pris, qu'il a contredits, etc. Donc il s'était engagé à ne pas changer l'âge de départ à la retraite, puis ensuite maintenant son projet c'est de le changer. Il s'était engagé à ne pas changer le nombre de trimestres travaillés, puis maintenant il veut changer le nombre de trimestres travaillés. Il s'était engagé à la concertation, et puis ensuite il veut passer en force. Enfin, tout ça ressemble à rien. On ne connaît pas le contenu de la réforme. Donc il n'a plus de majorité à l'Assemblée nationale, donc il va bien falloir qu'il trouve de toute façon une majorité s'il veut faire passer quelque chose. Et aujourd'hui, soit il s'allie avec la NUPES, soit il s'allie et donc avec le Rassemblement national, soit il s'allie avec les Républicains et avec le MoDem, mais il ne peut pas sortir de cette situation-là avec un projet aussi flou. Quant à la CFDT, cette semaine, elle disait que si c'était un amendement, elle quittait tout ça. Donc il ne peut rien faire sans avoir au moins l'accord d'un des syndicats et du patronat. Donc je ne vois pas ce qu'il peut faire en dehors d'un travail de concertation, au moins avec la CFDT et avec le patronat. Enfin, tout ça ressemble à rien. Non, mais vraisemblablement, il reculerait sur cette question, puisque la ministre Elisabeth Borne a commencé à en parler en disant qu'on se tourne vers la concertation, qu'il faut prendre en considération, parce que c'est en effet une réforme, on en parle depuis des années, mais c'est une réforme extrêmement importante, donc c'est pas à prendre à la légère, hein. Donc il y a cette question de pénibilité, il y a la question aussi de l'emploi des seniors. Je suis désolée, quand vous savez que dans les entreprises à partir de 45 ans vous êtes considéré comme senior, excusez-moi, quand vous avez plus de 50 ans, vu la mentalité, vous allez avoir du mal à retrouver du boulot, ou en tous les cas à rester en poste le plus longtemps. Ou alors sur un métier très pénible où justement il faudrait que les gens puissent s'arrêter plus tôt. Tout ça c'est à prendre en considération en effet. Je voulais vous faire réagir, Pierre Jacquemin, sur le geste de Jean-Luc Mélenchon hier face à Paul Gasnier, journaliste de Quotidien, quand il lui dit « je pèse mes mots » et qu'il lui met une petite tape sur la joue. Est-ce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de réactions? Je vois que ça continue. Comment vous la comprenez, cette réaction de Jean-Luc Mélenchon? Il y a chez Jean-Luc Mélenchon un côté très Troisième République, j'exagère un tout petit peu, mais il y a un côté très paternaliste encore dans la manière de faire de la politique. On peut aimer, on peut ne pas aimer. Il a cette capacité à faire passer des choses, à être pédagogue en politique. Et il y a ces formes il y a ces manières que je n'apprécie pas, et cette manière aussi assez systémique qui est la sienne de toujours dire c'est la faute des journalistes, ou c'est de toute façon il y a un complot contre moi en permanence. Je n'aime pas ça, et je trouve que Jean-Luc Mélenchon est bien meilleur quand il fait de la bonne politique, de la belle politique, et je trouve que ces images-là sont absolument détestables, et elles sont d'autant plus détestables que je vois bien que derrière, et d'ailleurs des hommes, défendent Jean-Luc Mélenchon avec des arguments qui laissent songeur. Je trouve qu'il est temps, là il serait temps quand même, donc vous parlez de cette interview, elle est d'autant plus importante parce qu'il persiste sur le tweet pour lequel il a été tant décrié. Il dit effectivement, il confirme qu'il a l'habitude de peser ses mots, donc ça signifie quand même qu'il maintient le contenu de son tweet, et j'imagine que le contenu du tweet suivant, où il disait un mot sur la femme d'Adrien Quatennens. Là on est vraiment dans un moment où je pense que il serait temps de dire on s'est trompé, quoi. On a merdé, on a été mauvais. On a essayé, parce qu'il faut reconnaître quand même que c'est la victoire des féministes, même si aujourd'hui on leur reproche plein de choses. Ce qui se passe aujourd'hui, prendre conscience qu'une gifle dans un couple, ça n'est pas possible, c'est grave. Je pense que l'avoir mis dans le débat public, même si ça s'est fait contre l'avis de la femme d'Adrien Quatennens qui ne le voulait pas, ça nous amène tous à nous poser ces questions-là. Donc voilà, je trouve qu'il serait sain que les uns et les autres à la France Insoumise, et notamment les hommes, disent on a merdé. Parce qu'assez curieusement, dans leur conférence de presse, il y avait quasiment que des femmes. Il y avait tout le monde, mais quand les questions étaient posées, tout le monde avait ses chaussures. Il y a Clémentine Autain et puis Daniel Obono qui se sont prononcés pour répondre. Qui ont répondu, mais c'est vrai que... Et c'est à elle qu'on reproche aujourd'hui, et c'est à elle qu'on demande de rendre des comptes sur les faits, les tweets de Jean-Luc Mélenchon en permanence. Mais ce qui est dramatique dans tout ça, c'est que je vois bien, là, on parle de Jean-Luc Mélenchon, mais le sujet qui intéresse les journalistes partout
partout. C'est Adrien Quatennens, Jean-Luc Mélenchon. À quel moment on revient sur le sujet qui est celui que portent les féministes sur les violences faites aux femmes. Celui des violences faites aux femmes. On en parle aussi un peu. Noémie. Oui, alors juste pour revenir peut-être sur l'image qu'on a vue effectivement de Jean-Luc Mélenchon caressant un journaliste au cours d'une interview un petit peu informelle. Je rappelle que le journalisme, c'est un contre-pouvoir. Et les journalistes sont là, évidemment, pour aller titiller aussi le politique, pour le mettre face à ses contradictions. Alors forcément, les hommes politiques, les femmes politiques, les politiques en général, ne sont pas très... Ils n'aiment pas forcément les journalistes, sans doute, parce que justement, ils viennent les titiller, mais il faut les respecter. Et ça, pour moi, c'est plus que du paternalisme, c'est un manque de respect. Donc il faut apprendre à Jean-Luc Mélenchon à respecter les journalistes, ce qu'il ne fait pas depuis déjà très longtemps, mais il va falloir qu'il apprenne à le faire. Il y a une forme d'intimidation aussi, puisqu'on voit d'ailleurs le geste de recul. Un mot, Yves Damécourt, sur ce... Moi, je suis assez triste de tout ce qui se passe et je me dis que je comprends la moitié des Français qui ne viennent plus voter parce qu'ils ne se reconnaissent plus dans les représentants politiques. Je voudrais offrir à tous ces gens-là qui défendent des causes et qui, en fait, ont des attitudes qui sont en contradiction avec les causes qu'ils défendent, une citation du Rajiv Gandhi qui disait « Soyez le changement que vous souhaitez ». Bah oui. Ce sera le mot de la fin, Najwa. Le mot de la fin, ce geste rappelle un geste de domination, mais il n'est pas le seul à l'avoir eu. Faut être honnête et pragmatique. Vous voyez, faut être pragmatique. Sauf que c'est le contexte. C'est le contexte par rapport, en effet, on parle d'une gifle et le geste s'apparente. Quand même un geste de la main sur un visage. Donc, et puis en effet ce rapport aux journalistes qui a toujours été très tendu entre Jean-Luc Mélenchon et lui-même. Et pour revenir rapidement sur cette question de violence faite aux femmes, moi le seul reproche que j'ai par rapport à LFI, c'est qu'on a l'impression qu'ils veulent régler ça par des cellules en interne, sauf qu'il y a la justice. Il faut pousser, je suis désolée, les victimes à déposer plainte. Pas forcément. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans un instant avec Christophe de Chavannes. À tout de suite.